Jérôme Blanc, bonjour. On est très Bonjour heureux de t'avoir Vincent. dans cette nouvelle série de podcasts, de petites interviews. Le titre qu'on a donné à cette série, c'est Lucky Loser. C'est en fait un hommage à la main comme un outil que l'évolution a mis des millions d'années à développer et innerver pour créer un outil fantastiquement agile et qui se trouve maintenant confronté à un autre type d'évolution qui est l'évolution technologique. Et la question qu'on se pose dans cette série de petits podcasts, c'est de se demander un petit peu, de réfléchir un peu à l'avenir de la main, les outils numériques, les pour, les contre. Donc on est très content de t'avoir parce que tu es artisan du bois, sculpteur sur bois, pardon. Euh, D'ailleurs, je te reçois ici dans mon atelier de sculpteur sur pierre. Donc, voilà, pas de chichi, c'est le laboratoire où je travaille. Donc, on n'essaye pas de faire des faux décors. On va échanger un petit peu sur le terrain entre artisans et artistes. Et l'idée, c'est un peu mieux te connaître, savoir comment tu abordes ces questions du numérique, les pour, les contre, sachant que le but, c'est pas de se dire c'était mieux avant, d'avoir un rapport nostalgique à tout ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes? Alors, Jérôme Blanc, effectivement, sculpteur sur bois. Merci, Vincent Dubois, de m'accueillir dans ton atelier de sculpteur sur pierre. Moi, j'ai fait une formation d'ébéniste menuisier, donc en CFC. Donc vraiment, artisan, donc pas du tout de voie au niveau créatif, enfin d'apprentissage de création. Et puis j'ai appris sur le tas un petit peu la sculpture et le tournage sur bois. Et puis la création est venue se greffer à ce savoir-faire. Après, j'ai appris sur le tas en faisant des stages un petit peu entre la France, l'Australie, les États-Unis. Puis j'aime bien me définir comme artisan d'art. D'accord. Et puis ton travail de tous les jours, finalement, il se dédie à la fois à l'artisanat, à la fois à la création. Comment tu divises tes journées? Alors, j'ai deux ateliers avec deux métiers distincts. Donc, j'ai mon atelier où je fais de la sculpture sur bois et tournage sur bois, qui sont liés. Et puis, un atelier où je fais de la maquette d'architecture. Et je dirais que mon travail journalier, je passe de l'artisan qui exécute des commandes à l'artisan d'art qui fait des créations de A à Z, à l'artiste, des fois où il y a quelques pièces qui vont peut-être parler d'une idée, d'une idéologie, etc. Pour moi, c'est, si disons, le produit fini qui me définit et pas l'inverse. D'accord, très bien. Et puis, donc, communication un peu du numérique ici, on va tranquillement rentrer dans le thème du sujet. L'outil numérique, que ce soit en amont, que ce soit pendant, que ce soit après, c'est-à-dire scanner, fraiser ou utiliser des softs qui te permettent un petit peu d'améliorer les 3D de tes vues en mode détaillé. Est-ce que tu utilises un peu ces outils? Oui, alors depuis l'apprentissage, en fait, on est tombé dedans. On était un petit peu, pas la première génération, mais une des premières générations à être formée au dessin numérique. À la commande numérique, mais c'était vraiment très mineur dans l'apprentissage. On avait beaucoup plus de travail à la main. Le 95% du travail se faisait à la main. Ça a beaucoup évolué à travers ces 25 années passées déjà. Et c'est vrai qu'on est baigné maintenant tous les jours dans l'évolution numérique, que ce soit au niveau des machines ou que ce soit au niveau du soft, des dessins. Donc effectivement, il y a une forte évolution, autant dans la maquette d'architecture que dans l'ébénisterie ou le tournage ou la sculpture sur bois. Et donc, est-ce que tu peux lui donner un ou deux exemples concrets d'outils numériques que tu utilises? Bon, la 3D en dessin, on imagine que voilà, on l'utilise pas, on peut toujours utiliser un crayon, etc. Mais à partir du moment où on commence à produire, on commence à remplacer la main elle-même dans la production, dans le contact avec la matière. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ou deux d'outils que tu utilises, ou qu'est-ce que ça t'aide? Qu'est-ce que tu gagnes du temps? Est-ce que tu gagnes la précision? Pourquoi tu les utilises? Alors, je pense que je les utilise comme un outil de création. C'est ça, avant ça, l'idée première. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui va m'aider à pousser la création plus loin.
L'idée ou le façonnage? Alors, le façonnage. Et puis après, il y a des allers-retours. Déjà, c'est le dessin. La base du dessin, c'est voilà, on commence avec un croquis à la main, il se transpose avec un dessin numérique en 2D. Après, il peut évoluer en dessin numérique 3D. Et puis, au niveau de la main, c'est pareil. On peut commencer avec... En fait, il n'y a aucun objet qui est fait 100% numériquement. Il y a des objets qui sont faits 100% manuellement. Et puis, il y a des objets qui sont commencés manuellement. Il y a une ou deux étapes ou plusieurs étapes au niveau numérique. Et puis, il y a une finition manuelle. Donc, en fait, le numérique vient rajouter des étapes à la pièce dans le processus. Tu peux nous citer un ou deux outils numériques, clairement, que tu utilises? Parce que moi, par rapport à la pierre, ils sont assez différents. Donc, je ne visualise pas encore très bien comment tu peux sortir une pièce de la machine et la reprendre. Alors, il y a la technologie de la commande numérique, donc de la CNC, qui est... disons, assez ancienne dans mon apprentissage, mais assez nouvelle dans mes créations, où là, c'est vraiment, je vais créer un dessin 3D pour pouvoir usiner la pièce en 3D. Mais c'est une machine qui est une CNC assez basique. Donc là, elle va me sculpter une partie de la pièce en 3D, ce qui me permettra après de la retravailler à la main ou de dégrossir la pièce, puis ensuite de la retravailler à la main. Alors, elle a combien d'axes? 3 axes, 5 axes? C'est une 3 axes. C'est une 3 axes. C'est une 3 axes. Donc, pour ceux qui nous écoutent, X, Y, Z, elle fait comme ça, mais elle pivote pas encore. Voilà, gauche, droite et haut, mais elle pivote pas. Donc, sur une forme... dès qu'il y a des dépouilles, en fait, des cavités qui sont sous la pièce, on n'y a pas accès. On est obligé de faire des retournements de pièces ou ce genre de choses. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de superposer les technologies. J'utilise aussi le laser. Donc, je vais superposer une technologie en fraisage numérique pour ensuite la façonner à la main, pour ensuite revenir sur du laser. Et puis, cette superposition de manuel et haute machine et ensuite les patines qui va faire qu'à la fin, on a une pièce un peu hybride et on en oublie, heureusement, et la main et les machines. D'accord, ça c'est une sorte de recette en fait. Et le laser, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, on t'imagine ta CNC 3 axes, elle a une fraise ou éventuellement un disque. Tu peux adapter des outils dessus qui découpent. On peut mettre plusieurs outils effectivement de coupe sur la CN. Après, il peut y avoir différentes étapes d'usinage. Et puis ensuite, le laser, ça me permet en fait de graver la matière de différentes façons. C'est plutôt pour la gravure, le laser. C'est plutôt pour la gravure. Ça peut être aussi de la découpe. Mais en fait, c'est des machines qui ne sont pas du tout faites pour ce que j'en fais. D'accord. Donc, c'est comme si on donne un marteau et un clou à un artiste et puis il ne va pas du tout l'utiliser comme un marteau et un clou. D'accord. Et donc, à la fin, on arrive à quelque chose de complètement spécial. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu dis que la CNC, pour toi, l'outil numérique, c'est un outil créatif parce qu'il te donne un outil de plus pour créer des effets que peut-être à la main, tu n'aurais pas eu l'idée ou le temps ou l'occasion de développer. Voilà, c'est le prolongement. Souvent, les idées, elles commencent à la main. Moi, j'ai fait des gravures à la main. Et puis après, une fois qu'on a un outil de plus dans l'atelier, on se dit, mais là, il y a une possibilité d'étendre ce savoir-faire, d'étendre l'idée, de repousser un petit peu les limites. Et puis, la machine va permettre effectivement d'économiser du temps, parce qu'on n'avait plus au Moyen-Âge où on avait 10 ans pour faire une pièce. On pourrait, mais on ne pourrait jamais la vendre. Et du coup, ça permet d'arriver à ses fins. Mais derrière, il y a toujours un cerveau et une main. On ne peut pas supplanter. Pour moi, c'est vraiment c'est un outil. C'est comme maintenant, ils font des symposiums d'artistes où ils font unplugged, donc il n'y a plus d'électricité. Et on en revient aux sources où on ne fait plus rien sans électricité. Et puis, voilà, à un moment donné, ça remet un petit peu les choses à leur place, à la base. Ouais. Mais pour moi, les avantages ou les critiques, c'est comme quand il y a l'électricité qui est arrivée ou les machines hydrauliques, c'est le même débat. Et maintenant, on a des machines numériques. Alors, il y a un autre niveau, effectivement, de savoir-faire et de technologie, mais le débat, pour moi, il est toujours le même. C'est-à-dire que oui, une invention en efface une autre, finalement. Donc, on a
les roues à écureuil des cathédrales qui montaient les pierres ont probablement permis de développer la révolution industrielle et puis les grues. En même temps, on a perdu les roues à écureuil. Ce que tu dis, que c'est finalement... on ne va pas recommencer à laver son linge à la main à la fontaine alors que les machines à laver existent. Autant les utiliser pour ce qu'elles sont confortables, efficaces. Oui, mais par contre, il faut savoir se servir de tout. Parce que le jour où votre machine à laver elle est en panne, vous êtes au fin fond de la montagne, faut savoir faire la machine laver son linge à la main. Voilà. Et puis le jour où vous êtes coincé en haut d'une cathédrale puis vous n'avez pas de grue, vous seriez peut-être bien content de pouvoir faire un palan avec 2 bouts de corde et puis vous débrouiller. Donc la base, elle est toujours là. Alors là, justement, on arrive un petit peu au carrefour de plusieurs questions. La première, c'est de se dire effectivement, l'outil numérique, tu sembles dire qu'il te donne aussi des idées, c'est-à-dire que tu cherches des outils pour des certaines finitions que tu imaginerais pratiques de faire avec tel ou tel outil, puis tout à coup, peut-être l'outil t'amène un type de coupe ou de gravure qui te surprend, et du coup, tu te dis, tiens, j'utilise ce hasard-là aussi. Oui, alors ça, j'aime beaucoup. Que ce soit un outil manuel ou que ce soit un outil numérique, l'accident, il est toujours là, il est toujours intéressant. Et puis, le fait de voir réaliser quelque chose, que ce soit un coup de marteau ou un coup de fraise numérique ou un laser, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui peut être exploité. Et en fait, je trouve la magie, c'est d'avoir justement cette attention à ces accidents ou à ce travail qui se réalise physiquement, et puis de pouvoir l'exploiter. Ah, d'accord. On dit par exemple que statistiquement, plusieurs sources nous disent que finalement, le développement du numérique, du digital en général, et d'ailleurs, petite aparté, digital, ça vient du mot digitus, qui veut dire les doigts. Donc, il y a une sorte de boucle étrange qui se crée. Donc, on quitte l'art de la main avec le digital, alors que finalement, l'étymologie du mot rappelle que quand même, il faut des doigts pour faire tout ça. On dit que le digital va effacer autant de métiers qu'il va en créer, mais probablement pas pour les arts de la main. Donc, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, finalement, si ta machine est en panne et que tu dois quand même te débrouiller à faire les choses à la main, ça signifie que tu les as apprises avant. Donc, ma question à toi, c'est de savoir si tu estimes que le numérique amène une sorte de coupure, une dissociation entre la main et la machine qui sans être dangereuse, peut-être, va provoquer des situations où, sans machine, la production s'arrête. Alors c'est sûr que dès qu'on va dans les nouvelles technologies, qu'on a des machines qui nous aident, etc., le jour où on tire l'électricité, on est bien embêté. Ce que je trouve intéressant avec la main, c'est que celui qui pilote une machine numérique, s'il n'a pas fait le travail à la main avant pour se mettre à la place de la machine, il va mal faire son travail. Il va mal diriger la machine. Je pense que dans un apprentissage, un métier d'art, il y a toujours cette base manuelle, le dessin, le travail manuel, et puis ensuite, il y a l'évolution sur les commandes numériques. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas vu ou qui n'a pas exercé un travail manuel avant va peut-être être moins sensible ou va moins bien pouvoir réaliser son travail en allant directement sur le numérique. Donc il faut une connaissance de la matière, finalement, pour pouvoir même commander une machine numérique. Exactement. Ouais. Par exemple, pour le bois, si on ne connaît pas le sens, le fil, la dureté de certains bois, on va mal programmer. On va mal programmer, ouais. On peut brûler, qu'est-ce qui paraît, on peut casser. Ouais, alors on peut arracher la matière, on peut abîmer la machine, mais c'est la même chose que celui qui a jamais donné un coup de rabot à la main. Quand il va mettre sa pièce dans la raboteuse, s'il n'a pas donné un coup de rabot à la main avant, il va mal faire le travail aussi. Et puis s'il va mal mettre, en prolongation, s'il met le morceau de bois dans la CNC, c'est pareil. Il faut qu'il se mette à la place de la matière. Et pour ça, il faut y aller avec ses mains. Est-ce que tu penses que finalement, l'artisan est bientôt dans la même situation que l'artiste qui délègue, dans le sens où on prend les artistes contemporains qui sont devenus des concepteurs, c'est une grande tendance de l'art contemporain, sans la critiquer, elle existe, elle fait des pièces très intéressantes aussi, mais on voit qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains qui ne produisent plus du tout eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont des idées, ils mettent ensemble des équipes, ils s'en remettent à des artisans, et l'artisan réalise la pièce pour eux, avec le risque finalement, il manque un petit peu ce suivi
de l'idée à la réalisation avec la gestion des accidents qui font que la pièce qui est issue de l'idée, elle est différente de la pièce sortie de la production de l'atelier. Et finalement, l'artisan lui-même qui est en train de réaliser pour l'artiste, mais s'en remet à la machine, est-ce que ça crée encore un étage de plus où finalement l'artisan serait en risque d'avoir une perte de contrôle de l'idée qu'il essaie d'exécuter parce que la machine lui vole des mains une trop grande partie de la création pour qu'il puisse continuer à finalement la signer légitimement ou la maîtriser de bout en bout. Oui, bah c'est vrai que c'est des questions qui se posent quand maintenant avec l'art contemporain, parce qu'il y a des facilités de reproduction des pièces. Et c'est vrai qu'il faut utiliser ces technologies ou la sous-traitance ou des personnes qui travaillent pour vous. Voilà, faut essayer de le faire intelligemment et puis le plus noblement possible. Donc voilà, il y a des exemples, il y a tout le panel d'exemples, bien ou mauvais, dans toutes les étapes d'une œuvre d'art. Voilà, quand l'œuvre d'art elle est produite à des milliers et des milliers de pièces à l'autre bout du monde et que l'artiste ne sait même plus comment elles sont produites, là on commence à dériver un petit peu. Mais voilà, quelqu'un qui a juste une bonne idée, une très bonne idée, et qu'il va amener sa création, sa motivation à des artisans qui vont fabriquer la pièce pour lui. À la fin, si l'idée est bonne et que la pièce est belle, voilà, c'est aussi, même s'il l'aura pas touché de ses mains, finalement, à la fin, c'est comme un plat du jour. Il faut qu'il soit bon. Ouais. Mais il y a quand même cette idée assez nouvelle où justement, pendant des milliers d'années, des millions d'années, l'idée, c'était le départ. Et maintenant, on voit pas mal de pièces sur l'art contemporain où l'idée est devenue l'arrivée. C'est-à-dire que l'artiste livre une idée et puis l'artisan doit se débrouiller pour l'exécuter. Et finalement, l'idée change peu. C'est à l'artisan de se plier au maximum avec les difficultés techniques, les lois de la matière, pour essayer de se plier au plus proche de l'idée de base. Alors finalement, quand on fait soi-même ses omelettes, quand on case soi-même ses œufs, on est plus ouvert à l'accident parce qu'on peut très bien se réveiller un matin en disant j'ai une super idée, puis on arrive à l'atelier, il n'y a rien qui marche comme prévu. Et donc, de connaître le matériau et le faire soi-même fait qu'il y a un dialogue entre l'idée et la matière qui fait que l'idée change. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça la grande différence, c'est que l'idée, quand elle est au début, elle va évoluer en fonction de la gestion des accidents, alors que l'idée, si elle est établie comme un chef-d'œuvre elle-même à la fin, on se retrouve beaucoup plus dépendant de celui qui va servir l'idée et moins susceptible de jouer avec les accidents et les hasards que tu citais comme quelque chose de riche. Oui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, ouais, je pense que toute pièce a une âme, et puis je pense qu'il y a plus de probabilité que la pièce sorte avec une âme et une sorte de noblesse si elle est au plus proche de son créateur. Donc que cette idée, disons, que la machine numérique ou que la sous-traitance prennent part à l'œuvre en trop grande proportion, je pense qu'effectivement ça perd un petit peu de richesse. Et puis que c'est beaucoup plus intéressant si un artiste ou un artisan d'art développe au maximum, enfin participe au maximum à sa création. Mais il ne faut pas que ça soit un blocage non plus. Je trouve intéressant, je sais pas, je prends des peintres du Moyen-Âge, enfin de la Renaissance, pardon, qui sous-traitaient à d'autres peintres. On pouvait arriver à des très belles œuvres, et puis peut-être que les sous-traitants, ils faisaient une petite erreur ou une petite amélioration qui ont amené quelque chose à la pièce. C'était pas forcément la main de maître, mais voilà, des fois on se dit, mais est-ce que c'est vraiment l'artiste qui l'a fait, ou c'est l'élève de l'artiste qui l'a fait, et puis finalement avec les... Voilà, par exemple, toi, ça peut t'arriver, tu exécutes... je ne sais pas si ça t'est arrivé de devoir exécuter des œuvres pour un autre artiste ou quand tu dois interpréter un travail pour un client, même une maquette, il y a un moment où ce que tu amènes toi, c'est forcément pas tout à fait ce qui est sur le plan ou le dessin ou ce qui était décidé, parce que de réaliser forcément implique des compromis.
Oui, bah alors après, faut des compromis, il faut une sensibilité. Alors il y a deux choses, hein. C'est soit on a un client qui a une idée, et puis effectivement on essaye de la gérer au mieux, et puis d'aller au plus proche de l'idée du client. Là, je parle plutôt pour la maquette d'architecture. Après, pour la création, c'est vrai que moi je travaille pour mes idées. Je fais pas je fais pas de sous-traitance pour d'autres artistes. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple dans chaque catégorie où finalement l'apport que tu as amené toi via le numérique a changé un petit peu l'idée de départ? Par exemple, dans le cas d'une maquette où tu as dû trouver des solutions que la machine t'a amené, ou dans le cas d'une œuvre que tu développes, tout à coup, c'est la machine qui t'amène une solution. Est-ce que tu as un exemple précis dans chacun tu peux nous raconter la petite histoire d'une production? Oui, alors déjà, ça commence par les. Alors, j'ai pas une pièce en tête exacte, mais disons qu'au départ de la production, ce qui est rigolo, c'est déjà les bugs informatiques. Moi, je dis, je dessine à souris levée. Parce que je fais chaque trait à la souris, c'est quand même du travail. Il y a quand même un certain artisanat pour moi, même de dessiner à l'ordinateur. Tout d'un coup, il y a des bugs qui sont assez extraordinaires et puis qui des fois, vous emmène dans une certaine création déjà au départ du dessin. Et ça, je trouve déjà assez intéressant. Donc, soit on s'y engouffre, soit on le rejette. Moi, je suis plutôt à m'engouffrer dans ce genre de petites erreurs. Et puis après, c'est vrai qu'on a... Ce qui est difficile, c'est d'avoir une idée et puis d'arriver jusqu'au bout avec c'est la genèse de cette idée. Puis c'est vrai, en milieu de parcours, tout d'un coup, il y a un usinage qui se passe différemment, une pièce qui se déforme ou quelque chose qui se passe. Ou même, on a une idée préconçue de la matérialité que ça va avoir, puis tout d'un coup, on a une pièce qui est complètement différente de ce qu'on attendait. Tu as un exemple, par exemple, de ça? Ce serait intéressant de pouvoir trouver... Par exemple, du bois que j'ai travaillé, que j'ai gravé au laser, et puis à la fin, au lieu d'avoir du bois, j'avais un morceau de tissu. On aurait dit un morceau de tissu. Et puis là, ça joue avec la lumière. Tellement c'était fin. Tellement il y avait on avait une multiplication des traits. On avait en fait, la technologie a amené une nouvelle matière en fait à l'objet. Une nouvelle finition à l'objet, une nouvelle matérialité. Ça, c'est... Donc justement, ça nous amène à la question du hasard, qui est une grande question en numérique, en tout cas à mon avis. C'est-à-dire que probablement que les humains ont fait beaucoup d'efforts au cours de l'histoire pour essayer d'anticiper et puis réussir les choses sans se casser la gueule. C'est-à-dire, voilà, quand on monte des pyramides, on essaye d'anticiper comment ça marche avant de se prendre les blocs sur les pieds. Donc, c'est l'histoire d'Homo sapiens même qui anticipe en tant que chasseur-cueilleur, rentrer dans une grotte. Si la veille, il y avait un ours, le lendemain, on se rappelle que peut-être il faut mettre le feu à la grotte avant d'essayer de rentrer, etc. Donc, le cerveau essaie tout le temps d'anticiper les hasards qui nous feraient dérouter. Et on a l'impression que le hasard était un peu l'ennemi numéro un de l'humain, qui était toujours sur sa route pour éventuellement faire chuter ses plans, amener pas forcément des chances, mais des malchances, des catastrophes, des écroulements de cathédrales ou des inventions technologiques qui ne marchaient pas, voilà, qui créaient des famines si tout à coup on n'arrivait pas à semer, etc. Et finalement, on a l'impression qu'avec le numérique, on est entré dans une ère où l'IA, par exemple, est dans une telle capacité de calcul et d'anticipation. Il y a une sorte de volonté, assez affichée d'ailleurs par ces grandes firmes, d'éliminer l'imprévu, parce que c'est aussi plus simple de créer des cibles marketing avec des gens dont on sait ce dont ils ont envie le lendemain. Alors, il y a cette volonté quand même d'amener, c'est ce que disait Elon Musk aussi, l'IA, un pilotage total aussi, pas que de la production, mais de la décision, dans le sens que l'IA déciderait mieux que nous, en faisant moins d'erreurs. Donc, on voit par exemple les voitures qui seraient pilotées par l'IA feraient moins d'accidents, etc. Donc, finalement, l'humain fait beaucoup d'erreurs, l'humain se trompe, l'humain se casse la gueule, la dimension émotive du cerveau nous fait faire plein de mauvaises décisions, et l'IA serait à même de corriger ça. Donc, est-ce que par exemple, tu imagines que le développement surutilisé du numérique dans la production artistique artisanale pourrait finalement éjecter l'humain de l'équation, en faisant simplement toujours mieux? Alors,
C'est sûr qu'il y a un risque avec cette évolution parce que même moi, là, avec l'IA, effectivement, on se dit, tiens, on prend en photo les 10 dernières pièces qu'on a fait, on met ça dans l'IA, puis on lui dit, fais-nous des nouvelles créations. Et puis, je pense qu'il serait capable de nous faire la nouvelle collection pour l'année prochaine, donc à tous les niveaux. Donc, c'est vrai que c'est aussi un outil. En même temps, je n'ai pas envie de fermer la porte à ce genre d'outil. En même temps, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un risque. Moi, je pense que le risque, c'est une question de proportion. C'est une pièce, elle ne peut pas être 100% IA, 100% machine numérique. Pour moi, j'ai toujours essayé de garder une proportion dans mes pièces, que ce soit au niveau du dessin, que ce soit au niveau de l'exécution, à tous les niveaux. Il y a une certaine proportion ou pas avec les nouvelles technologies, mais ça reste une proportion. Où je trouve où c'est dangereux, c'est quand on a des pièces dans l'art contemporain qui sont faites 100% en nouvelles technologies et 100% en usinage numérique. Et ça, le client, on le ressent. Je pense qu'on le ressent. Et là, effectivement, ça crée quelque chose de bancal parce que ça crée des pièces très qualitatives au niveau de l'exécution, mais qui vont péjorer le côté peut-être artistique et le côté artisan d'art. Et toi, tu penses qu'avec le bois, par exemple, parce qu'on est en train de parler de demain, on va gentiment se diriger sur... Vous poser la question tout à l'heure, à ton avis, comment ça va évoluer, parce que ça va assez vite. Mais est-ce que dans le bois actuellement, une pièce un peu complexe, je ne dis pas une pièce de design minimaliste, mais une pièce un peu complexe, un peu taillée, un peu sculptée, est-ce qu'une CNC pourrait la faire 100%? Ça dépend quel type de pièce. Je fais l'analogie avec la pierre. Nous, par exemple, en pierre, les CNC ne finissent pas parce qu'elles ne savent pas... Elles savent pas polir, par exemple. Sinon, elles brûlent la pierre. Enfin, c'est très compliqué, on n'y est pas encore. Donc, la finition reste faite à la main parce que la conscience humaine fait qu'on sent les parties fragiles ou pas, parce que la machine ne sent pas. Donc, même quelqu'un qui n'est pas sculpteur sur pierre a plus de chances de réussir la finition dans le marbre que la machine. Et en même temps, comme l'humain est pour l'instant plus rapide et moins cher, il y a en même temps peu de développement là-dedans, ce qui nous sauve un petit peu, ce qui garde un petit... Mais en pierre, on se pose la question si ce territoire-là va aussi fondre. Donc en bois, est-ce que de ton côté, tu imagines une pièce un peu compliquée, allez, un truc classique comme un visage, est-ce qu'une CCC pourrait finir une pièce comme un visage? Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a toujours la finition à la main. Mais si on parle du côté artistique, j'ai vu des pièces usinées en CNC et finies à la main à l'autre bout du monde qui n'avaient aucune âme. D'accord. Elle aurait pu être finie 100% à la machine ou elle aurait pu être faite 100% à la main. Le résultat, il aurait été le même. Je pense que pour moi, le problème, il est pas en 100% numérique ou 100% main. Quelle est l'idée de départ? Comment l'artiste va gérer son idée et va produire en fait la finalité en fait de son idée. Quelle est la finalité de son idée? Est-ce que ça va être une pièce avec plein de détails qui sera finie par des nouvelles technologies et puis elle sera inintéressante au possible? Ou est-ce que finalement l'idée était extraordinaire et puis c'était un coup de pinceau et puis ça a duré 2 secondes, mais l'œuvre elle est géniale. Et donc c'est ça que tu appelles le supplément d'âme, parce que c'est vrai, on entend ça régulièrement en disant finalement le numérique c'est froid, mais pour faire un peu l'avocat du diable dans ce genre de discussion, par exemple, j'ai lu qu'en musique, il y a une IA à qui on a appris de faire des sonates de Bach. Elle en a sorti 12 à la seconde. Et en fait, ils ont fait 2 concerts. Un concert où ils ont mis, voilà, ça c'est les vraies sonates. Puis à la fin, ils ont dit ça, les sonates informatiques. Tout le monde a dit non, alors voilà, c'est beaucoup plus froid, il n'y a pas d'âme. Et après, ils ont fait un deuxième concert où ils ont mélangé. Ils ont demandé aux gens de voter laquelle était la plus sensible. Et régulièrement, des œuvres créées par l'IA sur le mode Bach avaient été élues comme étant plus sensibles. Donc, en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que le supplément d'âme, c'est quelque chose qui nous rassure en tant qu'humain en se disant la machine ne peut pas tout nous prendre, ou c'est vraiment quelque chose qui est ressenti, quantifiable au-delà de quelque chose de vague? Est-ce que concrètement, si je te donne 2 pièces, une faite à la main, l'autre à la machine, qui sont sur le même sujet, tu vas reconnaître le supplément d'âme de l'une et le manque dans l'autre?
via quels critères finalement? Alors le critère, ça sera effectivement l'émotion que procure la pièce. Moi je dis toujours, quand on regarde une pièce d'art, il faut en oublier la technicité. Donc qu'elle soit faite 100% à la machine ou qu'elle soit faite 100% à la main, en fait je m'en fiche un peu. D'accord. C'est surtout l'émotion que va me procurer la pièce. Donc on pourrait imaginer que les pièces 100% CNC pourraient être très émouvantes alors. Exactement. Ok. Je pense. Après, c'est encore quelque chose que j'ai rarement vu. Ouais. J'ai peut-être vu une ou deux fois quand même, mais c'est quelque chose que j'ai rarement vu. Et après, voilà, quelle est au niveau qualitatif, cette pièce qui a été faite à la CNC, peut-être qu'elle a été faite en 1 exemplaire, peut-être qu'elle a été faite en 10 exemplaires. Et puis, quand on voit des petits chiens gonflés dans toutes les vitrines et puis que ça a été fait à des millions d'exemplaires, finalement, la première fois qu'on l'a vu, on a trouvé ça sympa. Et puis, au bout de la 100e fois, on s'en est lassé. Mais c'est des questions. Moi, ce que j'essaye, en tout cas, avec mes pièces, c'est effectivement de ne pas faire du 100% numérique parce que je pense que ça perdra au niveau qualitatif. À mon niveau, c'est pas pour autant que je vais critiquer quelqu'un qui va l'utiliser en 100% numérique ou quelqu'un qui ne va pas du tout utiliser de nouvelles technologies. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est ce mélange. En fait, c'est ces allers-retours, comme des allers-retours entre les métiers. Si je fais un aller-retour avec un sculpteur sur pierre, c'est pas pour lui donner tout le boulot, et puis c'est pour faire un aller-retour. Et puis, c'est ce mélange de savoir-faire, que ce soit avec un artisan ou une machine, que je trouve intéressant. Donc, tu mets ça dans ta recette. Dans ta recette, tu vas mettre forcément un peu d'humain et de machine. C'est un petit peu les ingrédients de ta production. Mais ça me fait penser à la notion de plaisir. Est-ce que pour toi, finalement, ça pourrait être un critère, le plaisir? Parce que, par exemple, en pierre, quand une pièce, si je laisse un robot cet axe tailler une partie de la main qui est là derrière, par exemple, j'ai du mal à la reprendre au robot. J'ai trouvé qu'il y a un moment où c'est le robot va m'imposer une sorte d'approche de la forme qui n'est pas forcément celle que j'aurais faite moi, puis surtout va me voler tout le plaisir du processus. Parce que même si c'est vrai que c'est pratique, que ça va vite, que les machines vont me gagner du temps et de la pénibilité, j'ai du plaisir, j'ai remarqué, à faire ça. Donc, est-ce que pour toi, par exemple, le processus est aussi important que le résultat? Si quand tu fais les choses toi-même, il y a une satisfaction, l'impression de réussir quelque chose, un accident qui t'amène quelque chose, un accident qui te fait crucher pour recommencer. Et finalement, est-ce que le processus serait un peu ce supplément d'âme aussi? C'est-à-dire qu'au lieu de se fier au résultat, on se fierait aussi au plaisir ou au risque de faire les choses soi-même. Oui, alors pour moi, oui, c'est important d'avoir du plaisir et puis d'avoir une mainmise effectivement sur la matière. Et je te rejoins en disant, voilà, j'ai pas de plaisir à juste venir poncer une pièce qui a été faite en 7 axes et puis à juste enlever les petits coups de machine, de fraise, parce que là, il n'y a plus de plaisir et il y a plus vraiment de création non plus. Et c'est pour ça que je pense que c'est une question de proportion. Moi, voilà, je navigue quand même entre le tournage sur bois et puis la CNC. Ça veut dire qu'il y a des étapes qui, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas être faites à la machine. Et il y a une grande partie qui est faite à la main, quand même. Et finalement, la CNC ou le laser, c'est une petite étape, c'est peut-être 5 ou 10% du travail. Donc, on est loin de juste la finition des petites bosses que va laisser la commande numérique. J'en suis très loin. En plus, j'ai une matière qui est vivante. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une étape, par exemple, de CNC qui est faite, la pièce va travailler. C'est une matière vivante, donc elle va bouger, elle va se déformer. Donc, elle ne va même pas rester inerte après soit le travail à la main, soit le travail à la machine. Elle a encore son mot à dire. La matière elle-même. La matière elle-même a son mot à dire. Donc, voilà, la matière aussi parle aussi dans ce dialogue, finalement. Oui. Il y a la tête, la main, la matière et les outils. Voilà, c'est une collaboration. Voilà, il y a ces quatre axes. Paramètres qui mettent en équilibre. Voilà, et c'est un équilibre entre ces quatre paramètres. L'art contemporain où c'est que la tête et puis il y a un point blanc sur un mur blanc.
il n'y aura que la tête. Bon, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et puis... Encore qu'il faut que quelqu'un fasse ce point blanc. Ouais, s'il existe. Parce que finalement, on voit les dernières pièces de Jeff Koons que j'ai vues à Carrare, par exemple, où c'est des petites ballerines qui sont scannées, qui font à la base peut-être 10-15 cm de haut, qui finissent à 2-3-5 mètres de haut, dans des blocs de Carrare. Donc voilà, Koons, lui, soumet ça à un groupe d'artisans qui ont des robots Setax, qui fraisent le truc, etc. Et finalement, la prouesse, elle est devenue, au lieu d'être artistique, elle est devenue technologique. Exactement. C'est-à-dire qu'il va falloir, je crois, 500 heures, beaucoup plus que 500 heures, 500 jours à la main pour polir entre tous les jupons de ces ballerines, qui sont des zones de toute façon pas très accessibles à la vue, mais c'est la plus-value du storytelling de Koons, c'est de dire il a fallu 1 an et demi de finition à la main après la machine, parce que la machine, elle n'allait pas dans tous les petits plis, sauf les petits doigts des polisseurs rentraient dans les petits plis, etc. Et finalement, ça n'améliore pas, à mon avis, la beauté de l'œuvre, mais ça la rend impressionnante. Et est-ce qu'on pourrait dire que finalement, la technologie dévie un petit peu la qualité de la pièce, au lieu que ce soit un chef-d'œuvre exceptionnel d'interprétation et de réussite et de maîtrise de la matière, c'est devenu une prouesse technologique froide. Oui, il y a presque tromperie sur en fait, la pièce elle-même. Parce que voilà, le 90% des personnes, ou même le 99% des personnes qui vont voir ces petites ballerines, ils vont penser que... Ils vont déjà pas comprendre comment ça a été fait, ou ils vont penser qu'il y a eu des années et des années pour réaliser cette pièce, parce que nos références, voilà, c'est des sculptures qui ont été faites à la main sur des centaines d'années. Ouais. Et puis, ils vont penser que c'est un sculpteur sur pierre, alors qu'on s'en est pas un. Et puis, finalement, c'est un robot et puis des petites mains. Et là, je pense qu'il y a un côté effectivement négatif où ça va péjorer les métiers d'art, parce qu'il va falloir éduquer les gens à faire la différence entre quelque chose qui a été fait à la main ou en partie par son créateur, et des choses qui ont été complètement faites numériques, parce que le numérique, il va encore progresser, ça va aller ça va encore progresser, et du coup, il va y avoir aussi le contrebalancement où les gens vont apporter plus d'intérêt au métier d'art et ce qui a été fait à la main, parce qu'ils vont être envahis par ce qui a été fait, nouvelle technologie. Et en fait, il y a ces deux bascules où je trouve très intéressant, parce qu'il y a d'un côté où ça va, disons, promouvoir les métiers d'art, et d'un autre côté où ça va aussi le péjorer. Il y aura vraiment ces deux bascules qui vont s'opérer les deux en même temps. Alors peut-être qu'encore faut-il que les métiers d'art soient valorisés pour les bonnes raisons et pas que pour la nostalgie de les perdre. Il faudra vraiment que la main continue à amener quelque chose de plus que la machine, que ce soit ou le plaisir de faire les choses soi-même, ou ce fameux supplément d'âme dont tu parlais, mais qui est difficile à décrire. Mais quand on arrive tranquillement vers la fin de cet entretien, en fait, la question finale, un peu en conclusion, c'est on dit par exemple qu'en art contemporain, le chef-d'œuvre n'existe plus, parce que justement, le principe d'avoir une idée qu'on fait réaliser par un artisan fait que peu importe l'artisan qui la réalise finalement. Donc, il y a un cours en art contemporain qui dit carrément l'art naît dans la tête, sa réalisation est un sous-produit. Je crois que c'est John Armleder qui a dit ça. Donc, ça veut dire que finalement, dans cette hiérarchie un peu corps-esprit où la tête est plus haute que les mains, l'art un peu plus haut que l'artisanat, est-ce que les métiers de la main, comment les métiers de la main vont se sortir de ce débat-là, sachant que finalement, quand les choses sont plus réalisées par les artistes eux-mêmes, il n'y a plus d'unicité, il n'y a plus de pièces uniques, parce que quand tu l'as fait toi-même, jusqu'à que tu te casses la gueule et que tu récupères un petit peu les accidents, etc., tu es arrivé à traîner ton idée puis sortir un résultat qui n'est pas tout à fait conforme à l'idée, mais qui est valable quand même, versus l'idée ne doit pas bouger. À ce moment-là, il n'y a plus de chef-d'œuvre.
Oui, il y a un peu deux niveaux. Il y a l'art contemporain et l'artisanat d'art qui a cette confrontation-là qui existe depuis longtemps, on va dire. Après, pour moi, c'est une fois de plus, c'est le fini qui parle. Je veux dire, si l'idée est bonne, qu'il y a une bonne idée, puis que c'est la tête, ben, extraordinaire. Et puis, s'il y a une œuvre magnifique qui est faite à la main, mais qu'elle ne va pas forcément avoir une idéologie derrière, ben, elle est bonne aussi. C'est deux pièces différentes pour moi. D'accord. Et c'est deux états de pensée et de concevoir qui sont différents. Dans l'art contemporain, il y a tout. Et dans l'artisanat d'art, il y a tout aussi. Et moi, ce que je vois, c'est que depuis l'avènement de l'ordinateur et des commandes numériques, on n'a jamais autant promu l'artisanat d'art. D'accord. Au début, on ne parlait pas d'artisanat d'art. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'artisan d'art. Enfin, non, j'exagère, mais disons qu'on en parlait très peu. C'est une catégorie qui a émergé. C'est une catégorie qui a émergé. Par dissociation un peu d'un monde technologique un peu. Voilà, en fait, en contrebalançant justement ces nouvelles technologies, parce que justement, l'humain veut rester humain. Et puis, d'un côté, il est bien content d'avoir des machines qui lui facilitent la vie. Mais en même temps, il ne veut pas perdre le fait d'être humain. Donc, c'est toujours cette balance, en fait. Et je pense que autant les nouvelles technologies vont aller vers le haut, autant ça va promouvoir en contrepartie l'artisanat d'art. Après, voilà, il va y avoir des gens qui seront péjorés, du travail qui sera péjoré, d'autres qui seront mis en avant. Et ça, il y a tout un côté éducation et préservation, effectivement, des métiers d'art. Parce que, voilà, faut quand même aussi avoir un petit peu conservé ce qu'on sait encore faire à la main. Parce que, voilà, de tout temps, il y a des métiers qui se sont perdus, puis ça va continuer. D'accord. Donc, en termes un peu de conclusion, si j'essaie de résumer ce que tu penses un peu de l'avenir des métiers d'art versus la technologie, c'est que, il faut continuer à les perpétuer, donc ils ne se perdent pas tous. Deuxièmement, éduquer le public. Et là, est-ce qu'il faudrait, par exemple, à ce niveau, qu'une pièce, elle soit décrite 50% en fait à la machine, par exemple, parce qu'il faudrait cette transparence-là pour expliquer quand on livre une pièce, qu'est-ce qu'a fait la main, qu'est-ce qu'a fait la machine, par exemple. Ça pourrait être une partie de la transparence honnête de la production ou pas? Oui, alors après, mettre des chiffres sur une pièce, moi je pense que les artisans d'art et les artistes qui travaillent de leurs mains, ils vont toujours être accompagner la pièce et pouvoir l'expliquer. Ça serait plutôt à ceux qui font des pièces en série à des milliers et des milliers d'exemplaires de devoir justifier que c'est la pièce de 1 sur 100 000. Ça serait plutôt l'inverse. Moi, je pense que les pièces uniques, elles seront toujours accompagnées par son créateur. Et puis celles qui ne sont pas accompagnées par son créateur, c'est qu'elles ne sont pas accompagnées par son créateur. Et puis, pour conclure, imagine dans ton métier dans 10 ou 20 ans, les mêmes pièces que tu fais maintenant, si tu dois te propulser, tu arrives dans l'atelier dans 20 ans, t'imagines ça se passe comment? Si tu vas décrire ton atelier dans 20 ans, si tu as continué comme ça, à continuer à créer, qu'est-ce que tu auras changé, qu'est-ce que tu n'auras pas changé, qu'est-ce que tu espères que la technologie peut t'amener dans l'idée que en tant qu'artisan d'art, tu vas probablement vouloir continuer à travailler, produire, etc. Donc, en regardant les mêmes recettes, finalement, qu'est-ce que tu attends de la technologie qu'elle t'amène en plus? Qu'est-ce que tu lui reproches, qu'il trouve qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu espères qu'elle peut... Où est-ce qu'elle peut progresser? Ouais, alors peut-être au niveau dimensionnel. C'est vrai que là, je suis peut-être un peu restreint au niveau dimensionnel. Donc, au niveau de l'échelle, au niveau de l'échelle, peut-être que je pourrais avoir des avancées au niveau de l'échelle. Après, c'est sûr que le scanner, par exemple, c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout, qui pourrait peut-être arriver dans mes futures créations ou pas. Mais c'est vrai que je suis assez content avec ce que j'ai maintenant. Donc après, oui, tout va évoluer. Mais en même temps, peut-être que dans 20 ans, je serai redevenu complètement... peut-être que je serais qu'avec mes mains, puis que j'aurais abandonné en fait tout ce côté numérique aussi. Donc c'est difficile de... En fait, je vais aller vers quelque chose je vais aller avec le plaisir en fait, que peut-être qu'il me dirigera vers la main, peut-être qu'il me dirigera plus vers la technologie. Donc on peut imaginer que aussi la CNC, elle est présente parce qu'elle a besoin de terminer une sorte d'efficacité pour produire et gagner ta vie et vendre et faire plus de pièces que, mettons, si tu es très aisé financièrement, que tu finis ta carrière tranquillement et puis que tu as des sous de côté, tu laisses tomber la CNC pour revenir à quelque chose à la main, de plus calme, de plus... Ouais, alors peut-être. Non, ça restera une zone d'aventure qu'il faut creuser, quoi.
Alors la CNC, déjà, elle n'est pas du tout là pour faire des séries. Là, en fait, la CNC, elle fait des pièces uniques aussi. C'est ce que je trouve intéressant. Et après, voilà, je trouve tout autant honorifique de faire des pièces à la main, calmement, en pièces uniques, que de faire voilà, une pièce unique avec les nouvelles technologies. Et franchement, dans 20 ans, je ne saurais pas du tout dire dans quelle direction ça va aller le plus ou le moins. Mais ça fait peut-être partie de ton côté un petit peu aventurier, de se dire on verra, on gérera avec ce qu'on trouve, ce qu'on nous soumet sur le moment. Ouais, c'est un chemin. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu une grande phrase, mais c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est le parcours. La finalité de me dire dans 20 ans, il faut que j'arrive là, ça ne me travaille même pas, en fait. C'est vraiment plutôt me faire plaisir au fur et à mesure du parcours artistique et professionnel. Et puis me faire plaisir là-dedans, avoir du plaisir et puis pouvoir en vivre. Moi, ça a toujours été ça, le leitmotiv, c'est me faire plaisir et vivre de ce qui me fait plaisir. C'est la phrase tzigane qui dit le chemin est plus intéressant que la destination. Voilà, ouais, c'est là la fameuse phrase tzigane que je cherchais. Ce que je retiens, c'est que tu n'as pas un reproche ou une attente spécifique. Tu dis, quand je fais une pièce, c'est dommage que la CNC ne fasse pas encore ça. Alors, c'est pas dommage, c'est presque un service parce que ça confronte à une problématique et justement, il faut tourner autour de cette problématique, du bug. Et pour ça, oui, je suis quand même assez content qu'une machine où quand je me réveille le matin, j'ai une idée et puis j'ai même pas besoin de le dire à la machine et puis la machine exécute ma pièce, puis après mon café, ma pièce est déjà sur la table. Voilà, je suis content qu'on ne soit pas là, effectivement. Okay. Jérôme Blanc, merci beaucoup. Merci Vincent. Oublie pas de nous envoyer quelques images de tes pièces qu'on publiera avec le petit podcast. Et bonne suite à toi. Merci, bonne suite à toi.